Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette conférence. Je suis Clotilde Champetier, je suis directrice adjointe de l'association Auré et je suis ravie de vous retrouver tous les trois et toutes ce matin pour cette conférence. Économie circulaire, réduire les coûts, créer de la valeur, accélérer la transition. Donc la proposition que j'ai faite à mes intervenants et intervenantes ce matin, c'est qu'on ne passe pas trop de temps sur des constats qu'on connaît tous, toutes, beaucoup trop bien. Donc on va vous parler ni d'épuisement des ressources naturelles, ni de l'effondrement de la biodiversité, ni de la raréfaction de la ressource en eau. Ça y est, j'ai tout dit. Pas tout, mais l'essentiel a été dit. On va parler de solutions. Et surtout, on va essayer de se dire en quoi l'économie circulaire peut être un levier de transformation, à la fois notre économie, aussi notre société. Voilà. Je vous rassure, je ne suis pas toute seule pour parler de tout ça. Je suis accompagnée de Violette Watine. Tu es administratrice de la Fédération de la mode circulaire, mais tu es également strategic advisor et donc tu as eu une grosse expérience de monter de faire passer à l'échelle des organisations, notamment le slip français. Et tu accompagnes aujourd'hui des organisations engagées à passer l'échelle, justement. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à toi. Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, tu es directeur économie circulaire du groupe Manutan. C'est bon, c'est bien ça. Et tu es aussi président de C2027. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue également. Et Valentin, tu es directeur général de Hector Le Collecteur. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci. Alors, la première question, donc on a un peu séquencé, on a essayé de séquencer cette conversation en 3 grands temps. Et on s'est aussi autorisé, et je vous le rappelle, à parler d'autre chose que ce qu'on a prévu de se dire. Parce que c'est une conversation que je souhaite être vivante et que le vivant, c'est de l'imprévu. Donc, on va commencer par le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est stratégique. C'est pas juste un sujet à la marge, des petites paillettes sur les sacs à main, ou justement pas de paillettes quand on veut éco-concevoir. En tout cas, pourquoi c'est central comme sujet. Je me tourne vers toi, Violette. Toi, tu accompagnes beaucoup de marques, notamment dans le secteur de la mode. Pourquoi est-ce que tu dirais que l'économie circulaire, c'est pas juste un plus? Et concrètement, quand une organisation veut transformer, de changer son modèle, qu'est-ce qu'elle a comme option? On connaît tous les constats pour la planète, mais d'un point de vue du business et du marché, on a mené une étude avec la FMC et Accenture et on a montré, par exemple pour la mode, en 2030, 25% du marché sera circulaire. C'est 14 milliards d'euros qui sont en train de basculer du neuf vers du circulaire. Si vous vous dites que votre marché perd 23% de son marché, puisqu'il y aura plus de neuf et c'est remplacé par du circulaire, en tant que chef d'entreprise de modèle linéaire, vous devez impérativement vous dire stratégiquement quelle place je veux avoir sur quel marché. Et notamment, est-ce que je veux intégrer ces nouvelles formes de marché? Donc ça, d'un pur point de vue économique, il y a un enjeu de se dire mon marché, il est en train de diminuer et drastiquement, puisque le consommateur final, il a de plus en plus l'habitude d'acheter en seconde main, de louer au lieu d'acheter, de se prêter et tout. Et donc cette économie, on ne peut pas l'ignorer. Elle est en accélération et donc c'est un impératif. La deuxième chose, c'est que si vous êtes un chef d'entreprise engagé, vous allez vous dire comment, moi, à mon échelle, je mène le cap 1.5. Alors maintenant, on pourrait le renommer le cap 2, mais en tout cas, il y a comment, dans mon empreinte environnementale et dans mon activité économique, je fais en sorte que ma croissance économique soit décorrélée de mon impact environnemental. Parce que si plus je crois économiquement, plus j'impacte en négatif la planète, alors c'est du lose-lose pour tout le monde. En tout cas pour la planète. Et du coup, il y a un enjeu de chef d'entreprise engagé à se dire, oui, quelque part, le monde tel qu'il est fait aujourd'hui impose que j'ai une forme de croissance. En revanche, comment je fais pour que ma croissance se décorrèle de mon impact environnemental? Et là, la seule manière de le faire d'un point de vue
mathématique, c'est de dire je vais avoir une partie de mon chiffre d'affaires qui continuera d'être du linéaire. Et je le rappelle, pour avoir du circulaire, il faut bien du carburant linéaire au début. Pour avoir de la seconde main, il faut du neuf. Donc on se dit que globalement, le modèle, il faudra à peu près 30% de neuf pour que l'économie marche. Donc on n'est pas en train de se dire on arrête complètement le linéaire. En revanche, comment dans mon savoir-faire, j'intègre les modèles circulaires pour faire en sorte que mon groupe et ma marque répondent aux doubles attentes et qu'à la fin, le bilan soit positif. Sur la manière dont je fais du linéaire, intégrer le circulaire implique beaucoup de choses en éco-conception. Je vais repenser la manière de faire mon produit pour pouvoir m'assurer qu'il soit réparable, qu'il dure plus longtemps, que les points de fragilité et tout soient durables le plus longtemps possible. Et dans les modèles circulaires, je vais me poser la question de comment je repense ma manière de fonctionner, je repense ma manière de comptabiliser mes finances, mon impact et tout, pour évaluer mon impact circulaire. Et notamment, est-ce que mes modèles circulaires peuvent être rentables financièrement? Est-ce qu'ils peuvent être rentables d'un point de vue marketing? Ça peut être un moyen de faire de l'acquisition client moins cher. En tout cas, il faut le réfléchir dans une vision stratégique de groupe à long terme, de boîte ou d'entreprise responsable à se dire je vais amener ma pierre à mon échelle pour transformer mon modèle 100% linéaire en un modèle pérenne. Et pérenne au global, parce que je fais très court, mais si vous faites du 100% linéaire et que vous vous dites que ce n'est pas votre sujet le circulaire, vous aurez plein d'enjeux d'approvisionnement matière, vous aurez plein d'enjeux. Et du coup, cette boucle linéaire et circulaire, d'un point de vue de la vision à long terme, elle est extrêmement féconde, même pour le linéaire, en fait. Donc, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut envisager une stratégie globale qui va faire que l'écosystème sera extrêmement pérenne pour la planète et fécond et pour les hommes et pour l'économie et pour la transformation dans nos manières d'être. Merci beaucoup, Violette. Est-ce que tu peux juste citer, donc vraiment pour une marque de mode, quels sont les business models circulaires auxquels tu fais référence pour que ça devienne aussi concret? Oui, bien sûr. En fait, il y a 3 macro-modèles. Parce que il y a le plus gros du marché, les 2/3 du marché, c'est la seconde main. Qui n'a pas acheté quelque chose d'occasion sur le Bon Coin ou par ailleurs, ou d'un don d'ailleurs. Mais typiquement, les mamans, souvent, on se refile de copine en copine, les bodys, les trucs du bas âge. C'est typiquement de la seconde main. Ça, c'est la seconde main. C'est j'achète un produit déjà usagé et voilà. Le deuxième modèle, c'est la réparation, qui est un modèle en soi, qui n'a pas été chez le cordonnier ou chez la petite couturière en bas de chez soi pour donner une vie plus longue à son produit. Le troisième, c'est la location. La location en Europe est extrêmement, sur le textile, est extrêmement petite. C'est culturel. Aux États-Unis, si vous êtes invité chez votre voisin, vous louez des vêtements parce que vous devez être super habillé. En France, tu es invité à boire un verre chez ta voisine, tu t'habilles dans ton quotidien et tu ne te poses pas la question. Donc, c'est vraiment culturel, la location. Il y a plein d'initiatives en France qui ont du mal à décoller, mais le marché en Europe est très petit. La seconde main, c'est un raz-de-marée. Mais un raz-de-marée. Donc après, les marques se posent toujours la question il y a Vinted qui a pris la place, il y a Le Bon Coin qui a pris la place, mais néanmoins, il y a des femmes qui aiment aller chiner, qui aiment aller trouver la pièce unique, qui savent qu'elles cherchent tel modèle de telle marque, de tel truc et elles s'en sortent. Puis il y a plein de femmes qui disent « Oh, quelle horreur! Moi, Vinted, ça dégueule de produits, c'est mal présenté, je ne sais pas quoi acheter. » Et du coup, c'est là où des marques textiles pourraient avoir une valeur ajoutée à se dire « Quel est l'expérientiel client que j'ai envie de faire vivre à mon client? Quelles sont les promesses que j'ai envie de donner pour lui permettre
Et pour lui rendre accessible cette mode circulaire et le garder chez moi, en fait, dans mon univers de marque, dans ma manière de faire et tout ça. Et là, on commence à voir des vraies propositions de modèles économiques qui ont du sens. Celle qu'on connaît le mieux, c'est dans le luxe, parce que historiquement, le luxe est réparable. Le luxe le luxe de seconde main est très clairement existant depuis la nuit des temps. Là où ça devient plus compliqué, c'est que la seconde main, elle est faite du marché d'origine, du marché linéaire, et qu'avec l'émergence de l'ultra fast fashion et de la fast fashion, on se retrouve avec un flot de seconde main, d'ultra fast fashion et de fast fashion, avec des niveaux de qualité qui ne sont pas du tout à ceux qui permettent de la seconde main. Donc, les marques mid-market en textile, elles vont avoir beaucoup de mal à survivre parce que soit tu veux faire de la concurrence à l'ultra fast fashion et tu fais du pur linéaire jetable en qualité très modeste et tu cherches du prix à tout bas. Et là, il n'y a plus de démarche d'impact et de planète et tout, parce que c'est du vêtement qui n'aura pas de seconde main parce que trop faible qualité. Soit tu te dis, en fait, je veux être une marque éthique à long terme, et du coup, tu dois reconcevoir tes produits en intégrant vraiment la durabilité physique. Je vais chercher tous mes points de fragilité pour aller les améliorer et faire en sorte que ça ne se déchippe pas au coin de la poche et ceci. Et durabilité émotionnelle, je m'assure que mon produit, même si c'est de la mode, je l'aimerais dans 1 an, je l'aimerais dans 5 ans, je l'aimerais dans 10 ans, et puis peut-être qu'à un moment donné, je le porterai un peu moins, mais je le ressortirai, parce qu'on sait que la mode est un éternel recommencement, en fait. Merci beaucoup, Violette. Tu voulais réagir sur les mamans qui se passent des habits entre eux? Je voulais juste réagir sur le fait qu'il y avait aussi les papas, mais c'est un autre débat qu'on pourra avoir un jour. C'est pas un débat, mais je t'en prie. Pas ici, en tout cas. Du coup, toi, tu es plutôt sur du B2B. Peut-être que ça vaut la peine que tu rappelles vraiment en 2 minutes, enfin 1 minute, ce que c'est que le groupe Manutan, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse. Un concurrent d'Amazon Business. Voilà, on vend tout ce qu'il y a dans les bureaux et les entrepôts, et c'est une ETI familiale française qui vend dans 17 pays. Parfait. Et du coup, selon toi, qu'est-ce que ça change d'un point de vue compétitivité de mettre en place de l'économie circulaire ? J'aimerais bien que tu nous parles de création de valeur, notamment. Où est-ce que l'économie circulaire, ça permet de faire gagner soit du temps, soit de l'argent, soit les deux ? Alors, merci beaucoup pour la question. Si on se pose cette question collectivement aujourd'hui, c'est qu'en fait, on veut convaincre. Il y a un peu potentiellement cette idée que la circularité, ça scale pas, ça marchera pas. Il y a eu malheureusement des sorties de route de start-up, des scale-up, d'entrepreneuses et d'entrepreneurs très courageux, Bloodigo, Baroudeur, etc. Et on entend cette petite musique. La circularité, ça fonctionne pas, on dépassera jamais le test. Donc moi, ce que je propose de faire avec vous là, c'est qu'on se donne des arguments ensemble, et je vais prendre un peu un conseil d'administration classique ou on parlait juste avant pour Manutan, les différentes fonctions et différents arguments et différents exemples que collectivement je pense on peut utiliser pour montrer ce qui marche, montrer ce sur quoi on peut appuyer, puisque dans toute innovation il y a plein de ratés. Moi j'ai été avec ma startup accélérée en 2016 dans un incubateur où le taux de startup qui malheureusement partait au tapis, c'était 95%. C'est pas spécifiquement plus élevé dans la circularité que dans la tech, donc cette idée reçue, on va la déconstruire ensemble. Si on prend les fonctions plus classiques, voilà, on va dire la patronne ou le patron du commercial, du marketing, du business, etc. Un grand chiffre, et puis après je donnerai quelques arguments. Fondation Les MacArthur, dès que c'est 800 milliards en Europe d'ici 2040, 2 chiffres d'affaires supplémentaires à se faire sur l'économie circulaire. C'est des chiffres derrière, il faut rentrer dedans, comprendre ce qu'il y a derrière, parce que sinon ça sert à rien, mais globalement, il y a des études sérieuses qui montrent qu'il y a effectivement du chiffre d'affaires supplémentaire à faire. Si vous prenez maintenant plutôt une direction, on va dire financière, qui va évidemment être sur la protection de l'EBITDA, eh ben on est sur 1500 milliards, ça c'est une autre étude de McKinsey, à 2030 de coûts évités, par tout ce qui va être choisir une matière potentiellement moins chère, réduire le gaspillage dans un entrepôt, être très efficace, etc. etc. Puis une dernière, là pour le coup c'est plus une enquête, 33% d'entreprises d'après Bain qui ont été sondées l'année dernière disent que pour la résilience opérationnelle, la circularité est une réponse qui est absolument systémique et qui est essentielle aujourd'hui. Alors très rapidement, si on découpe un petit peu les trois, quels sont les arguments qui montrent qu'effectivement la circularité peut concrètement amener ça dans une entreprise existante, une entreprise linéaire, et puis évidemment en exogène,
être l'occasion de monter un projet entrepreneurial. Lorsqu'on va vendre un produit, je prends l'exemple de Manutan, mais j'en donnerai d'autres, on vend des produits reconditionnés maintenant avec mon entité, on va faire de la location, de la réparation, et on va collecter des produits usagés, alors que le groupe Manutan, historiquement, ne vend que du neuf. La première chose, bien évidemment, c'est une diversification par rapport à la compétition. Ça nous permet, par rapport à des Amazon Business, des Raja, des Lyrico, si les copains sont dans la salle, je fais un petit coucou, mais d'avoir une proposition de valeurs différentes, à dire, bah voilà, on vend pas que du neuf, mais on va vous proposer un modèle différent qui va potentiellement répondre de manière différemment à vos enjeux. C'est aussi des produits qui peuvent être moins chers. Alors, c'est pas vrai dans toutes les filiales. Moi, je vais parler beaucoup d'industrie B2B pour être complémentaire à ce que dit Violette. En B2B, Schneider, par exemple, fait le pari que le reconditionné doit être au même niveau de prix que le neuf, mais on peut se dire que voilà, c'est une alternative moins chère, bien évidemment. On est un partenaire dans sa proposition commerciale aussi de la décarbonation. Dans mon équipe, j'ai aussi des personnes qui vont travailler sur ce qu'on appelle pompeusement l'ecological intelligence. Basiquement, on est, comme on vend des produits à plein d'entreprises, et ben, si les entreprises veulent décarboner leurs achats directs, elles ont besoin de nous pour le faire. Et donc, c'est une proposition de valeur différente. L'autre chose, bien évidemment, c'est diversifier ses sources de revenus. Ce matin, juste avant de venir avec nous, on était à Bercy avec le club circulaire, potentiellement pas mal connaissent. Il y a plein d'interventions pour montrer que ça permettait tout simplement de diversifier aussi le revenu. Manutan, c'est de l'achat-revente depuis 60 ans. Là, faire de la location, de la réparation. Le groupe Renault parlait par exemple de Remakers, une entité qu'ils ont qui fonctionne très très bien, qui permet de reconditionner des batteries de voitures électriques. Comme le marché augmente, c'est tout simplement un nouveau modèle qui permet évidemment de diversifier son approche. Je termine rapidement sur la question de la résilience opérationnelle. Moi, c'est moins, il faut absolument des directrices, directeurs des opérations qui s'en occupent. Moi, c'est moins peut-être mon focus de tous les jours dans ma pensée, mais justement, j'ai la chance de bien être accompagné. Regardez bien évidemment, par exemple, l'analyse de la criticité des ressources faite par l'Institut national de l'économie circulaire. Perdez-vous sur le site de l'Institut Resource Panel ou du World Resource Institute. Si vous dirigez aujourd'hui une supply chain et que vous ne savez pas potentiellement que les matériaux que vous utilisez, une partie sont amenés à manquer, une partie sont maîtrisés par un pays. On parle tout le temps des terres rares, 80% c'est la Chine et l'Afrique, 1% machin, etc. sont recyclés au niveau mondial, mais il y a plein d'autres exemples. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans les produits que vous vendez et que potentiellement, encore une fois, ça va disparaître ou c'est contrôlé par une puissance géopolitique qui ne vous veut pas que du bien, et bien en fait, la seule réponse que vous pouvez amener dans votre conseil d'administration, c'est les prix ont augmenté le mois dernier, la marge est un petit peu déclinée, voilà, merci beaucoup et j'ai terminé ma présentation. C'est pas professionnel, c'est pas normal. L'économie circulaire, c'est une alternative sur la ressource. Je prends l'exemple de Fermat, que beaucoup connaissent ici, j'imagine, des fibres de carbone recyclées, qui sont à la fois dans des raquettes de tennis et à la fois dans des habitacles de voitures. C'est un nouveau matériau qui est produit du coup en France à partir de gâchis, de résidus. C'est ce qu'on appelle un matériel intelligent qui va permettre bien évidemment de créer évidemment l'activité économique en France et de dérisquer une supply chain. Dernier point pour plutôt les fonctions réglementaires, les fonctions juridiques qui sont souvent avec les fonctions finance. Et c'est aussi d'ailleurs un argument évidemment commercial, aider nos clients à être en conformité avec la loi. Chez Manutan, on a Manutan Collectivité, Cadel Sport et Papeterie Pichon qui tous les jours sont avec des acheteurs publics. L'article 58 de la loi AGEC, spoiler, n'est pas du tout respecté. Quelle que soit d'ailleurs la catégorie, les taux sont ultra bas parce qu'il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin d'offres. Mais alors, c'est pas respecté dans des proportions hallucinantes. Un jour, potentiellement, il y aura un contrôle sur cette loi AGEC. Nous ne disons pas aux acheteurs, c'est pas bien, vous êtes nuls. On dit, on va vous aider. On fait la déclaration AGEC de manière automatique pour eux et on leur permet d'avoir accès à une offre de produits reconditionnés et de les aider à voir les produits qui correspondent à effectivement dans les catégories typiquement mobilier ou autres qui correspondent au respect de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et puis ça aide au passage Manutan aussi à être en conformité puisqu'évidemment on est soumis comme tout le monde à tout ce qui va être passeport produit, Circular Economy Act, etc. Voilà, il y a plein d'exemples dans l'industrie B2B et quelque part y compris sur notre territoire. Il y a Schneider à Prima, le groupe Seb en Normandie, le groupe Valeo à Nevers, il y a plein de TPE, de PME. Parfois, c'est compliqué. On voit en ce moment le site de Blackstar à Béthune, malheureusement, les pneus rechappés qui est en redressement judiciaire. Il faut se battre pour garder ces savoir-faire chez nous et qu'à chaque fois qu'il y a peut-être une entreprise, une industrie qui était très forte en linéaire, voir si au lieu de fermer, il n'y a pas quelque chose à créer en circulaire pour pouvoir ensuite effectivement repartir. Mais en tout cas, voilà, stop aux idées reçues sur la circularité qui ne fonctionnerait pas. C'est une innovation comme une autre. C'est très complexe, mais pas plus que l'IA ou toutes les autres innovations disponibles aujourd'hui.
Merci beaucoup, c'est très complet. Je propose qu'on poursuive avec toi, Valentin. J'aimerais bien que tu nous présentes déjà de façon plus focus micro. Enfin, là, tout ça, c'était des visions très macro. Et merci à vous deux parce que c'était aussi très complémentaire. Valentin, est-ce que tu peux nous présenter Hector le Collector et donc notamment, puisque donc, tu vas en parler, hein, mais votre proposition de valeur, elle est basée sur l'économie circulaire. Et donc, je trouve que c'était intéressant qu'on fasse un zoom sur vraiment en quoi est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça change quand on monte une organisation native, donc le modèle économique basé sur l'économie circulaire, voilà, quel déplacement par rapport à une économie linéaire ça t'a amené à faire, enfin ça vous a amené à faire, et voilà, déjà pour commencer. Donc rebonjour à toutes et tous. Hector le Collector, c'est un projet qu'on a créé il y a 5 ans et demi et on voulait partir de quelque part et l'idée de base c'était de se dire on va prendre le monde des déchets qui intéresse a priori pas grand monde parce que c'est pas super sexy de se dire tiens je vais monter une start-up dans le déchet et on a en plus de ça pris les déchets qui sont probablement les plus complexes à gérer qui sont les déchets alimentaires parce que c'est quelque chose qui était peu ou pas connu il y a quelques années et c'est surtout ceux qui ont la plus grande problématique de par leur putrescibilité et de par le fait que il y en a partout, tout le temps et à différents endroits. Donc très concrètement, Hector le Collector, c'est un projet, c'est une solution de collecte de ces déchets alimentaires majoritairement dans les centres-villes et qui répondent du coup aussi bien à l'entreprise qui a du marc de café dans ses bureaux que tous les professionnels de la restauration qui a des déchets de cuisine et de table en préparation comme en retour d'assiette, mais aussi des commerces alimentaires qui ont des rebuts ou parfois des invendus. Et également des événements, tout type d'événements comme celui-ci d'ailleurs, sur lequel on s'est proposé de récupérer les déchets de tous ceux qui mangent ici ce midi. Ça a été un challenge de mettre en place quelque chose comme ça parce que le système de collecte ou le système de gestion de déchets aujourd'hui est basé sur le fait qu'il y en a déjà de plus en plus et vu qu'on veut pas en parler, c'est quand même confortable de tout mettre ça dans une ou plusieurs bennes et majoritairement c'est incinéré ou enfoui. Or, le déchet alimentaire, c'est pour ça qu'on l'a choisi historiquement, il a énormément de potentiel, et notamment en compostage ou en méthanisation, qui, dans les deux cas, sont des sujets de stratégie nationale même, puisqu'on a besoin d'engrais et on a besoin d'énergie. Entre-temps, on s'est aussi disputé avec des pays avec qui on ne veut plus forcément acheter de l'énergie pour des raisons évidentes. Donc du coup, forcément, il y a des enjeux de ce type-là. Mais pour aller plus loin dans la thématique du jour, une fois qu'on a monté un système de collecte adapté au milieu urbain, qu'on l'a démarré à Toulouse, qu'on l'a étendu sur Montpellier, sur Bordeaux, sur Niort, sur Paris, et là on ouvre actuellement d'autres villes en France, on s'est dit que ça serait quand même bien à notre échelle de pouvoir aller encore plus loin dans cette logique de réduction de déchets surtout et de réemploi, de recyclabilité. Et donc on a ouvert un service lié à la récupération des huiles alimentaires, puisqu'on a quand même une partie de notre portefeuille client qui fait de l'huile, et du coup c'était très pertinent pour eux, notamment d'un point de vue logistique, que l'on puisse récupérer à la fois les déchets alimentaires et à la fois les huiles. Et de plus en plus, au fil des différentes opportunités, comme par exemple l'événementiel, on s'est mis à collecter aussi des éco-cups à la fin des rencontres sportives, de la vaisselle réutilisable, réemployable, par exemple en restauration collective, parce qu'ils n'ont pas forcément le potentiel de tout laver. Et plutôt que d'avoir de la barquette à usage unique livrée depuis la cuisine centrale jusqu'aux différents satellites, pour que ça augmente encore et encore le nombre de déchets à collecter et à essayer de recycler, on a pris ce virage-là très très récent, pour vous l'avouer, on veut devenir désormais une solution logistique d'hyper-centre-ville qui va travailler sur ces sujets de circularité ou sur ces sujets de réemploi avec un angle très logistique, puisque finalement la difficulté de tout ce dont on parle, et ça vaut aussi pour le textile et ça vaut aussi pour tous les flux qu'on peut potentiellement réutiliser, réemployer, c'est la logistique. C'est-à-dire que c'est
facile aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit d'acheter un produit, de consommer, mais du coup à chaque fois ça importe un certain nombre de produits et de différents flux de plus en plus complexes, notamment dans les centres-villes, et derrière la façon dont ces flux-là vont ressortir est souvent trop peu efficace. Donc voilà, finalement en quelques mots, la proposition de valeur, c'est celle de pouvoir proposer une solution la plus large possible de réemploi, de produits qui se veulent être non jetés. Et donc, on va faire, je dirais, la promotion de toutes ces choses-là. On a plein de choses dans les cartons, notamment le fait de récupérer, par exemple, des cagettes réutilisables plutôt que des cagettes d'emploi, des palettes qui se recyclent plutôt que qui se jettent, et pourquoi pas demain d'autres types de flux un peu sous-estimés, des cheveux ou autre type de flux. En tout cas, pour finir là-dessus, la chose je pense qu'on a réussi à faire et qui aujourd'hui nous met en situation de légitimité pour faire ça, c'est que le déchet alimentaire qui a été notre point de départ, il a justement cette contrainte de devoir passer une fois par semaine au minimum chez différents points de collecte. Et sur cette base-là, on va essayer avec les meilleures solutions de mobilité que peuvent être le véhicule électrique, parce qu'on est parti là-dessus, le vélo aussi, le fluvial quand c'est possible dans certaines villes, d'essayer de créer un monde logistique dans lequel on arrive à sortir un maximum de flux différents des centres-villes pour pouvoir les recycler, les revaloriser au mieux. Ok, merci Valentin. Je pense qu'à ce stade, j'espère que c'est relativement clair pour vous qu'on ne pourra pas imaginer l'économie de demain sans l'économie circulaire. Donc, pour moi, on en est là. La question, c'est le comment. Qu'est-ce qui permet, parce qu'en fait, on est dans une période d'incantation, on est tous en train de désirer l'économie circulaire. C'est bien. Le nœud du problème, ça va être le comment. Quels sont les freins, comment on les adresse, comment on les lève. Et donc pour ça, je vous ai adressé la question des facteurs clés de succès. Et je me retourne vers toi, Violette, et il y a un rebond évident par rapport à ce que tu disais, Valentin, sur la partie locale. Mais ce que je te propose, c'est qu'on se focus sur la seconde main, puisque tu nous as dit que c'était quand même la grosse majorité du marché dans le cadre de la mode. Et tu nous as expliqué pourquoi. Et donc, du coup, si on se focus sur ce marché-là, ce serait quoi les 3-4 facteurs clés de succès qui permettent à une marque de réussir à cette transformation, cette intégration de la seconde main? Dès qu'une marque commence à se dire c'est quoi la seconde vie de mon produit, ça démarre par comment je fais de la qualité. Parce que si mon produit il est là pour durer le plus longtemps possible, on se rend compte que on croyait, et je dis pas que les marques en conscience font pas de la qualité, mais tout à coup elles vont s'intéresser à où est-ce que le jean se déchire, c'est quoi le point de fragilité de la chemise, et du coup ça recommence par l'éco-conception. C'est est-ce que je peux déjà intégrer de la matière circulaire? Est-ce que je m'assure que mon produit, il n'est pas là pour durer 1 an, mais il est là pour durer 20 ans? Et ça, c'est un vrai enjeu des marques à retrouver dès la conception la logique de durabilité et de qualité. Qualité produit et durabilité émotionnelle. Est-ce que je suis en train de faire un truc qui est hyper gimmick, gadget, et qui au final, ils vont l'acheter pour le petit cadeau, mais dans 1 semaine, le mec il se dit c'est bon, je l'ai vu, je l'ai fait 1 semaine et je veux plus le porter, ou trop mode, trop pointu, ou est-ce que c'est un produit que je serais capable de porter au corps dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Donc ça commence vraiment par la qualité. La deuxième facteur de succès, et on ne va pas se mentir, c'est le prix. J'ai des marques qui me disent pas de problème, je vais faire de la seconde main à 75% du neuf. En fait, non, quand tu es en solde, tu es à 50% du neuf. Donc déjà, si tu es hyper agressif en solde à 50% du neuf, ta seconde main, elle ne va pas être au prix des soldes. Sinon, les gens, ils ne sont pas fous. Ils vont acheter du neuf soldé, en fait. Donc il y a un vrai truc qui est, en tout cas, chez le client final, il y a une vraie logique de si j'achète de la seconde main, c'est quand même que ça doit être moins cher que du neuf. Si c'est au prix du neuf, je vais... Alors, tu peux avoir des effets inverses si tu es dans un mode collectionning. J'ai le même prix que le neuf parce qu'il y a de la rareté. Mais s'il n'y a pas de rareté, je ne vais pas être au prix du neuf. Donc, plus c'est rare, plus on va avoir le prix du neuf, voire plus cher que le neuf. Moins c'est rare et plus c'est masse, plus on va s'attendre à un prix qui soit compétitif. Je te vois me regarder si tu veux me... Ouais. La troisième chose, c'est que dès qu'on parle sur des produits
soit du produit volumineux, soit du produit à prix accessible, donc pas cher, notamment le vêtement, on est en local. Si vous faites 3 allers-retours logistiques avec la poste et tout ça, vous avez 20 balles de logistique pour un pull. Déjà, il ne va pas sortir à un bon prix pour le client final. Donc, l'enjeu, et tout l'enjeu, c'est d'être le plus local possible, de minimiser tous les gros frais logistiques, parce que si on se dit, je fais un hub national, alors il y a je fais un hub national en Afrique, j'envoie tous mes trucs, ils sont triés en Afrique, ils reviennent et tout. Mais mon Dieu, ça n'a pas de sens pour la planète, ça n'a pas de sens pour la seconde main. Donc l'enjeu, c'est collecter en local, recycler, trier et revendre en local. Donc il y a quand même un écosystème à créer et sur lequel s'appuyer, qui est mon point suivant. C'est qu'une entreprise qui passe de linéaire au circulaire, elle ne peut pas raisonner à l'ancienne. C'est-à-dire, moi contre le reste du monde. Réinventer la seconde main, c'est réinventer les écosystèmes. Il existe dans notre monde aujourd'hui la boîte bleue ou des boîtes de collecte de vêtements qui amènent à des trieurs, qui amènent à des recycleurs. Et ces gens-là, ils ont de la cam par-dessus les bras. Et ils n'arrivent pas à écouler toutes leurs marchandises en France. Des marques qui doivent faire du métier circulaire, une marque linéaire, elle développe un modèle et elle le fait x 2000 ou x 10 000. Là, on est en train de dire qu'on doit faire parler des écosystèmes, de mecs qui parlent en tonnes de vêtements, avec une acheteuse qui parle en prix à la pièce. Donc, il y a vraiment des nouveaux écosystèmes à recréer, des ponts à faire, parce que le cahier des charges d'une marque de mode, c'est un plan de collection et une profondeur à l'unité énorme. Là, c'est un plan de collection avec que des mono-unités. Donc, comment on fait en sorte, et du coup, recréer des écosystèmes, et deux, créer les outils qui permettent de communiquer entre eux pour massifier le marché. Si on n'a pas les outils, on va faire de l'épicerie à la main. Si on fait de l'épicerie à la main, on ne scalera pas le marché. Et on ne passera pas à l'échelle, à un niveau. Quand vous avez quelqu'un qui vend des millions de pièces par an, vous allez dire à l'acheteur, alors maintenant tu vas acheter des millions de pièces à l'unité. Autant vous dire qu'il ne sait pas faire. Donc, c'est réinventer les métiers, réinventer les partenariats, les écosystèmes, s'appuyer sur des gens qui savent faire et puis aller grandir ensemble, en fait, et créer des nouvelles formes d'écosystèmes et de partenariats. Je vérifie parce que je veux être sûre de tout vous dire. Il y a un truc indispensable pour réussir la transformation, c'est d'embarquer les équipes. Si vous vous dites d'un côté j'ai le linéaire et de l'autre côté on va se débrouiller avec le circulaire, on ne va pas y arriver. C'est un écosystème, l'entreprise est un écosystème, vous recréez un nouvel écosystème. Alors bien sûr qu'il va y avoir un écosystème hyper fécond sur le circulaire qui va être un peu le troublion du linéaire. Mais il faut embarquer les équipes linéaires parce que c'est le 1+1 qui va faire 3. Si vous silotez complètement les choses, vous n'arriverez pas dans votre enjeu global d'entreprise. Donc, on n'est pas en train de créer des silos, on est en train de créer une dynamique globale avec une vision globale et des gens qui co-construisent ensemble. Et après, il faut savoir communiquer auprès des clients. Et j'en ai qui me disent « Non, mais moi, j'ai fait que du linéaire, je ne vais jamais communiquer sur le circulaire, je ne suis pas légitime. » En fait, c'est un chemin. On est tous en apprentissage. Donc, de pouvoir dire ouais, j'ai fait que du linéaire. Ouais, je vais me réinventer. Oui, j'ai envie de devenir un bon acteur là-dessus et on va apprendre ensemble avec les clients, avec les salariés, avec les écosystèmes. C'est normal. Et le dernier point, et qui va être très compréhensible, c'est de la patience. Vous n'allez pas passer de 0 à 1 million du jour au lendemain. Ça va être dur, c'est de l'innovation, c'est de l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle forme de collaboration. Mais avec patience et persévérance, et vraie force de volonté et co-construction, on y arrive.
Voilà. Ouais, merci beaucoup. C'est une très Violette. belle aventure. Merci vraiment pour à la fois ton enthousiasme, ta passion, ta sincérité, puisque tu nous dis bien que c'est pas simple. Et en fait, moi, pour avoir vu des dizaines, des centaines de projets d'économie circulaire, ce que tu dis sur le désilotage, c'est clé en fait. On le voit. Enfin, moi, je le vois. J'ai vu aussi dans plein de marques textiles, notamment les services qui tout d'un coup, mais en fait, j'ai parlé avec Bidule ailleurs que à la machine à café, mais en fait, enfin voilà, vraiment, ça permet l'économie circulaire. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça permet très souvent de mettre autour de la table des acteurs qui ne se parlent pas forcément. Et donc, par essence, c'est pas simple. C'est toujours plus simple de parler avec des personnes que l'on connaît, dont on connaît le mode de fonctionnement. Et ce que je retiens de ton intervention, c'est le chemin, le fait qu'il y ait besoin d'une direction, le fait qu'il y ait besoin de coopérer, et donc ça, on y reviendra peut-être si on a encore un peu de temps. Et puis le côté outillage, en fait, il faut passer par du concret. C'est pas juste, encore une fois, des incantations, mais notamment quand on en avait parlé, toute la partie innovation technologique. Toi, tu as parlé de la logistique. Tout ça, c'est quand même des clés pour que l'économie circulaire se développe. Valentin, pour toi, comment c'est quoi un peu les facteurs clés de succès pour ce déploiement de l'économie circulaire dans votre organisation ? Si je devais définir peut-être les deux principaux, le premier, ça serait la réglementation et le deuxième, ça serait celui de répondre à une vraie problématique. La réglementation d'abord, c'est que heureusement qu'on arrive en tant que société à se mettre d'accord sur le fait qu'il faut avancer dans un sens, qu'on écrive des textes de loi par rapport à ça. Tu mentionnais la loi AGEC tout à l'heure. Elle est peu respectée certes, mais elle est nécessaire pour qu'on puisse en tout cas avoir un cap ou avoir un cadre réglementaire. Nous, quand on a démarré notre collecte de déchets alimentaires, c'était pas encore obligatoire, on était en 2020, c'est devenu obligatoire en 2024. Bon, ça n'a pas changé notre vie pour le coup, mais il y a certaines personnes qui sont venues à ça parce qu'il y avait une nécessaire mise en conformité. Donc du coup, on va dire que ça accélère ou que ça favorise, je dirais, la prise de conscience et le fait de passer à l'action. Après, de répondre à un vrai problème, c'est que quand on a justement démarré en 2020, on a expliqué aux gens qu'il fallait ajouter un bac en plus, leur dire qu'il fallait payer un nouveau service pour quelque chose qui n'était pas encore obligatoire. Donc il fallait quand même qu'à un moment donné, ils y trouvent un certain intérêt ou qu'on puisse en tout cas leur expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner. Et donc à quel problème principal on répondait. Donc, selon les cibles, sur cet exemple-là très précis, ça peut être très différent. Mais une entreprise chez qui on récupère du marc de café et quelques déchets alimentaires, on va plutôt s'inscrire dans quelque chose de type action concrète RSE qui permet de mieux recruter ou qui permet de mieux communiquer, etc. Donc, on peut ouvrir un débat sur du greenwashing si on veut, mais dans l'idée, il faut quand même que l'action puisse être motivée par quelque chose. Et le problème de certaines de ces entreprises tertiaires, c'était de se rendre plus attractive, c'était de mieux communiquer, c'était tout ça. Sur la restauration, on n'est pas les seuls sur le marché, mais typiquement l'une des manières qu'on a de répondre au problème, c'est de dire on va vous proposer des contenants plus petits, qui prennent moins de place, qui sont moins lourds, qui sont plus pratiques, etc., etc. Donc ce facteur clé de succès, il est assez important. Et je vous parlais tout à l'heure de la possibilité d'ouvrir notre service logistique à quelque chose d'un peu plus large. Un exemple qu'on aime bien prendre, c'est celui dans toutes les entreprises où il y a un évier plein de vaisselle en disant merci de laver votre tasse. C'est-à-dire que si on arrive à imaginer, à penser un monde logistique sur lequel on dit, nous, on peut vous proposer de récupérer votre marc de café et on en profite pour vous prendre des tasses qui peuvent être lavées par un centre agréé pour vous en amener des propres à la place, sachant qu'une des contraintes pour avoir fait une petite étude de marché sur le sujet, c'est que certaines personnes disent, ouais, mais moi, quand quelqu'un me lève la tasse au bureau, je sais pas qui l'a fait, etc., je trouve ça un peu dégoûtant, alors que si on assure que ce soit fait dans un réseau professionnel et que, en plus de ça, on puisse assurer que le matériau utilisé soit quelque chose qui soit pertinent et performant par rapport à ça. On est en train de travailler notamment sur des tasses faites à base d'huile, donc ça tombe bien vu qu'on en collecte par ailleurs. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que
la réglementation et la réponse à un problème, c'est quelque chose qui doivent coexister. On a accueilli avec beaucoup de malheur le fait que le gobelet plastique à usage unique ait été repoussé à 2030 par rapport à son application qui devait être là il y a un mois et quelques. Mais malgré tout, voilà, ça n'empêche pas d'essayer de penser à innover, à trouver des nouveaux systèmes et à proposer des solutions en espérant qu'elles trouvent leur public le plus rapidement possible pour que ça puisse pérenniser la filière. Merci. Pour poursuivre notre petit plaidoyer pour une économie circulaire, Pierre-Emmanuel, je me tourne vers toi. On entend souvent, on dit souvent que la circularité, ça permet la réindustrialisation. Ça permet de soutenir une forme de réindustrialisation. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot un peu compliqué? Comment tu l'expliquerais à ton enfant de 8 ans? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ça marche? Alors, la réindustrialisation pour ma fille Victoire de 8 ans, il y a une usine comme Brand qui va fermer, c'est une absurdité, un scandale et d'ailleurs potentiellement la corruption derrière. On pourrait la garder pour récupérer les produits vendus par la marque ou d'autres produits de la même filière, le reconditionner et les revendre sur le marché français et européen. Donc en gros, on ne ferme pas l'usine, on garde les compétences et évidemment derrière, c'est pas aussi simple que ça, on trouve les bons modes de financement, mais on protège cette offre qui va être créée pour potentiellement qu'elle soit plus intéressante que potentiellement des produits neufs produits ailleurs. Donc on garde les endroits et on ferme pas les usines de papa et de ses copains. Ça, c'est pour ma fille de 8 ans. Qu'est-ce qui manque concrètement? En fait, c'est exactement dans la ligne de ce que vous venez tous les deux. On a évoqué effectivement les filières, le désilotage. Comment on désilote potentiellement, en tout cas comment l'État, la puissance publique peut jouer un rôle là-dedans. En fait, l'État a joué énormément ce rôle pour des choses qui n'ont rien à voir avec la circularité, que ce soit pour la filière nucléaire, que ce soit pour la filière aéronautique, ça s'appelle une stratégie de filière. Le sujet du textile, ton sujet dans tout ce qui va être biodéchets, c'est potentiellement le même et les problèmes sont exactement les mêmes dans plein de filières différentes. Ces filières, c'est cool qu'elles dialoguent entre elles, mais en fait, elles ont surtout, à l'intérieur des filières, c'est là où ça doit vraiment dialoguer, parce que effectivement, collecter un t-shirt, ça n'a rien à voir avec collecter une table ou collecter du matériel électrique de Legrand ou de Schneider. Donc c'est intéressant de se voir de temps en temps, mais il faut surtout que toute la filière se parle entre elles. Et la problématique qu'on va avoir aujourd'hui, la première, c'est que l'outil unique, magique, incroyable, qui d'ailleurs prend très cher en permanence que toute la filière, c'est la filière REP. Dans la filière REP, vous n'avez qu'une toute petite partie des acteurs de la filière. Or, il existe les comités stratégiques de filière au niveau national qui peuvent être mobilisés pour pouvoir vraiment s'emparer du sujet de la circularité. On a ce sujet filière et si on remonte vraiment ce qui manque cruellement, c'est tout simplement une vraie stratégie nationale de l'économie circulaire, puisque on a eu effectivement la feuille de route, pour celles et ceux qui ont pu travailler dessus, la feuille de route de l'économie circulaire, mais depuis cette feuille de route, en fait, l'État, il y a la réglementation, mais l'État en tant que tel, qui n'est pas qu'une puissance pour faire de la réglementation, mais qui est aussi chargé d'entraîner, de donner envie, d'appliquer, de transformer. Il y a plein de trucs de formation en permanence. C'est-à-dire, une ou un ministre qui vient inaugurer une usine, c'est pas une nouvelle loi, et pourtant ça fait quelque chose, ça donne envie, etc. Et bien ça, il n'y en a pas du tout sur la circularité. Il n'y a pas de taux de circularité français à horizon 2020. Il y en a dans plein de pays, il y en a en Finlande, il y en a en Angleterre, etc., mais il n'y en a pas en France. Et ça permettrait d'adresser deux choses. D'adresser les problématiques que vous avez mentionnées, qui sont, c'est hyper intéressant, qui sont tout le temps les mêmes, mais qui n'ont pas les mêmes réponses. Donc nous, dans le secteur du mobilier, par exemple, la collecte, c'est un enfer. Le déménagement, les acteurs du déménagement, alors ils n'ont jamais été à une seule réunion des acteurs de REP, ça n'a rien à voir, ils ne sont pas dedans. Ils déménagent, mais c'est eux qui ont accès à ce gisement. Et tu le sais mieux que personne, pour pouvoir effectivement faire en sorte derrière que ce soit reconditionné et revendu. Et donc si on fait vraiment une vraie réunion avec les acteurs qui font le réemploi, c'est plus du tout la même focale que les acteurs qui sont forcément dans la REP. Et la deuxième chose que ça permet de mobiliser, c'est tous les autres outils que le gouvernement et l'État peut utiliser. Donc, par exemple, évidemment, tout ce qui est fiscalité. Donc, vous avez entendu parler de peut-être la TVA circulaire poussée par l'Institut national d'économie circulaire. On a potentiellement les crédits carbone volontaires qui peuvent financer des usines qui vont potentiellement fermer parce qu'il y a des émissions de CO2 évitées par ces modèles. Évidemment, le mécanisme d'ajustement crédit carbone aux frontières va favoriser potentiellement un jour. Voilà. Mais aujourd'hui, toutes ces usines circulaires, que ce soit dans le réemploi ou même dans la matière première, on sait que le plastique recyclé chinois est déjà beaucoup moins cher que le plastique français. On devait avoir une usine en Normandie, Eastman. Alors je crois que les travaux ont repris, mais ils ont mis en pause pendant 1 an parce qu'en fait ils ont dit mais en fait vous protégez pas du tout votre marché. C'était l'annonce d'Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle. Ils ont arrêté les travaux en mode on a mis là parce qu'on pensait avoir accès à un marché européen intéressant, mais en fait vous protégez que dalle. Donc en fait les gens en Europe vont acheter du plastique chinois recyclé. Ça, l'État français l'a fait pour plein d'autres sujets. Donc maintenant, c'est comment le sujet est pris au sérieux et on arrête de le traiter par langue de on va régler le bordel de la REP, on mobilise tout.
Là, encore une fois, les finances, encore une fois, les moyens de Bercy, France 2030, les plans d'investissement d'avenir, il n'y a pas de raison que ça ne serve pas à cette filière. Et maintenant, je reviens un tout petit peu, en 2 secondes, au micro de l'entreprise. Je rajoute 2 facteurs clés de succès qui ont un peu marché chez Manutan. La première chose, et qu'il faut absolument avoir dans n'importe quelle entreprise, c'est très basique, mais ayez un business plan. C'est con, mais en fait, les projets dans les entreprises, je parle linéaire, évidemment, je ne parle pas d'une start-up qui se lance, qui, voilà, faut un BP normalement. Même si tu es une start-up, tu as besoin d'un business Oui, plan. mais en général, une start-up, elle a un business plan. C'est une start-up qui avait un business plan, c'est inquiétant. Mais du coup, si on a un projet à l'intérieur d'une entreprise, où que vous soyez relié, même si vous n'êtes pas, j'en sais rien, direction économique, ça ne peut pas être un projet, on verra, ça marche. Non, ça doit être un business plan avec du chiffre d'affaires, des OPEX, etc., une rentabilité, etc. Et ça, c'est hyper important, parce que vous serez pris au sérieux, et puis de toute façon, ça donne des objectifs. Et deuxième facteur clé de succès chez Manutan, c'est qu'on n'a pas créé une entité à part qui commercialise les produits selon sa propre marque. Il y en a d'autres qui ont fait ce choix-là. Typiquement, The Future Use Neutral de Renault, c'est un contre-exemple. Et nous, on fournit mon entité, on est une structure juridique qui fournit les filiales. Et donc, du coup, on utilise la marque Manutan qui est là depuis 60 ans. Et donc, un client, par exemple, néerlandais, il achète à Manutan Pays-Bas un produit reconditionné. Et donc, on n'a pas à rassurer qu'il y ait l'énorme gros problème de la seconde main. Tout le monde a peur d'un produit reconditionné. C'est nul, ça va pas marcher, c'est moche. C'est moins vrai dans certains secteurs. Mais dans le mobilier, j'étais encore avec une qualité publique mardi dernier, on n'achètera pas, même s'il doit AGEC, parce qu'en fait, on a trop peur que le truc ait une énorme rayure, que ça soit moche, etc. Et donc ça permet, en tout cas, en utilisant la marque, de rassurer. Il faut ensuite certifier, travailler avec la FNOR, avec tout ça pour voilà. Mais ça permet de rassurer un petit peu. Et je complète ce que tu dis, Pierre-Emmanuel. Il y a la force de la marque. Et puis, il y a aussi la question de nous, en tant que marque, quel service on veut apporter de différent par rapport à de la seconde main qu'on peut trouver en direct. C'est-à-dire qu'il y a un côté tiers de confiance. Quand on commence à se dire, en tant que marque, moi qui fais du linéaire, je vais faire du circulaire, forcément, la gradation de service, de niveau d'acceptation, on va être beaucoup plus vigilant qu'un particulier qui revend loose day son canapé abîmé, qui va oublier de vous dire que le chat a gratté tout le textile parce que il veut revendre son canapé et qu'une fois que vous êtes là, vous dites bon, j'ai loué le camion, je suis sur place, je vais récupérer le canapé, tant pis, je m'en ferai mon affaire. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et sur le côté réindustrialisation, on n'en a pas parlé, mais par exemple, dans le textile, il y a énormément de nouvelles usines à inventer et qui sont en train de se lancer, des partenariats qui se font entre des recycleurs de poubelles avec des trieurs optiques sur le textile, parce que l'enjeu du textile, c'est il y a une seconde vie en tant que vêtement complet, et puis après, il y a une troisième vie en tant que matière pour en refaire aujourd'hui, il n'y a que 3% des vêtements qui redeviennent du vêtement. La boucle fermée au sein de la filière, elle est toute petite en fait, ce qui est hallucinant, parce qu'on peut se dire qu'une fibre de coton sur un t-shirt en coton, pourquoi il ne redevient pas du coton demain ? Les blouses des hôpitaux qui sont full coton, elles peuvent facilement redevenir du coton circulaire. Toutes ces boucles-là, elles n'existent pas, donc elles sont en train de se créer, et du coup, il faut créer la filière qui va broyer les vêtements pour en refaire de la fibre coton, et les filatures qui va savoir filer du coton neuf avec du coton seconde main, parce que la fibre est plus courte, donc pour la durabilité, on fait rarement du 100% recyclé. Et donc ça, c'est des industries qui doivent être en local. C'est en train de s'organiser, c'est pour le coup l'État et les régions aident et subventionnent pour ce nouvel type d'industrie, mais tout doit se réinventer. Ça bouge trop doucement, il n'y a pas encore les volumes, mais il faut y croire. Et c'est aussi aux marques de s'engager à dire, si vous créez cette filière-là, je m'engage à vous acheter ces volumes-là. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger l'industrie. C'est aussi en assurant des débouchés. Ok, merci. Effectivement, on n'a pas parlé de tout ce dont on voulait parler. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour que l'économie circulaire se développe ? Moi, j'aurais tendance à dire, dans le côté économique, puisque le sujet c'était la rentabilité, aux chefs d'entreprise, croyez dans l'avenir et croyez dans la pertinence tant économique que environnementale que sociale. Au final, la circularité, c'est un cercle vertueux à tous les niveaux, même si aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident tout ce qui est pertinent économiquement.
On va avancer on va le démontrer au fur et à mesure, mais moi je crois vraiment que c'est ce qui est vraiment pertinent sur tous les niveaux, en incluant l'économique. Un petit mot de la fin ? Je dirais de créer des liens, de créer des connexions entre les différentes personnes et projets. Si je prends l'exemple de ceux qui essaient de développer la consigne, c'est un exemple qui nous concerne puisqu'ils ont des problèmes logistiques. Et si nous-mêmes, en répondant à la problématique logistique, on peut encourager la consigne, c'est quelque chose qui est possible. Donc c'est un micro-exemple parmi tout ce qui peut être fait entre tous les projets, mais travaillons tous ensemble pour essayer de trouver les meilleures solutions. Merci. Tu as un mot de la fin ? Pour toutes les entreprises ETI CAC 40 qui ont les moyens, un engagement de 100 usines minimum d'ici 10 ans en France pour faire de la circularité, puisque les bonnes paroles c'est sympa, mais à la fin c'est un engagement sur ouvrir et tenter. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Alors, j'ai aussi un mot de la fin. Et vous m'avez tendu une magnifique perche pour le donner. C'est quelque chose que je dis souvent. Dans un monde où les ressources matérielles seront les plus limitées, et on sait que ça va arriver, il y a certaines ressources qui ne sont pas limitées, qui à chaque fois qu'on les dépense, on les reçoit. La coopération, la confiance, l'engagement. Et moi, j'ajoute le plaisir. Voilà. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec vous, à préparer cette conférence. J'espère que vous aussi. Et je remercie le World Impact Summit pour l'invitation et j'annonce la prochaine conférence, Accélérer la transition des acteurs économiques au cœur des territoires. Quelle levée d'action dans un contexte complexe. Merci à tous. Au revoir.